Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Je suis aujourd'hui avec un homme qui m'a accompagné l'été dernier sur le CBA. Ça tombe bien, puisqu'on va discuter d'une équipe qui va devoir utiliser et être maligne avec les règles du CBA. Cette année, on va discuter avec Amine. Amine, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Malgré une élimination au premier tour, je venais de t'en parler à l'instant en off, mais c'est pas une saison où je sors très amer avec Philly, donc plutôt satisfait de pas mal de choses, un peu inquiet pour l'avenir, mais à part ça, c'est pas. Il y a beaucoup de choses positives quand même. Ça, élimination premier tour et énième saison du coup sans finale de conférence malheureusement pour la franchise de Joel Embiid. Du coup, vous avez bien compris qu'on va parler des Philadelphia 76ers qui du coup ont été éliminés au premier tour après une saison, on va dire, pleine de rebondissements, pleine de rebondissements et où il y a eu, on va dire, pas mal de choses. Amine, je vais commencer du coup avec la première question concernant ces playoffs. Qu'est-ce que toi tu retiens de cette campagne de playoffs et pour toi, qu'est-ce qui s'est joué sur ces playoffs? Alors déjà, j'ai envie de dire que on a été un peu victime de calcul des Bucks en se retrouvant face aux Knicks finalement. Mais c'était pas. Disons que l'équipe qu'on a vue un peu en saison régulière lorsque Joel Embiid était présent, normalement ne devrait pas s'inquiéter même d'une très bonne équipe des Knicks. Et on avait de l'espoir. On avait de l'espoir, mais au final, ce qui ressort, c'est qu'on est peut-être tombé sur une des pires équipes sur laquelle il fallait tomber au premier tour finalement. Quand on voit un petit peu les autres séries, peut-être à part les Celtics évidemment, mais n'empêche que il y avait de l'espoir au début et puis on s'est vite rendu compte que bien qu'il ait fait des bonnes performances, Embiid était diminué, notamment par ses blessures, mais également par une paralysie faciale qu'on a pu remarquer, notamment lors de son énorme Game 3. Et donc, même s'il y avait de l'espoir pour la qualification, parce que une des stats qui est beaucoup ressortie après la série, c'est qu'au final, il y a un point de différence sur l'ensemble de la série. Donc la série a été très serrée malgré le 4-2 au final. Je pense que de toute manière, avec cet Embiid diminué et ce roster, j'ai envie de dire, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, ça aurait été difficile d'aller beaucoup plus loin et les difficultés auraient continué. Mais on peut souligner que des choses positives. On a vu lors des deux premiers matchs perdus par Philadelphie Mhm. que, surtout lors du deuxième, ça aurait pu se passer mieux. Mais disons que je vais pas parler d'arbitrage, tout ça. Moi, j'évite de parler de ça. Ça s'équilibre pas forcément, mais en tout cas, il y a eu d'autres choses pendant la série qui auraient pu coûter plus cher à Philadelphie. Donc, bon, voilà, on a perdu, mais le game 2 aurait pu basculer du côté de Philadelphie et peut-être que la série aurait été différente. Un début de série aussi où Jalen Brunson était bien maîtrisé avant de s'énerver ensuite et de nous mettre une misère pas possible. Donc il y a eu des gros matchs, le game 3 d'Embiid dont je parlais avec 50 points, le game 5 de Tyrese Maxey avec 46 points. Euh, c'est une très belle série, il y a de l'espoir parce que Nick Nurse a fait du bon travail, mais les limites, c'était pas seulement, justement, comme je disais, un Embiid diminué qui a fait sa meilleure série, hein, mine de rien, 33-11-6 sur l'ensemble de la série. Hein. On n'a Ouais. pas vu souvent ça du côté d'Embiid, notamment les 6 passes décisives de moyenne sur la série qui montrent le changement un petit peu dans le style d'Embiid. La Mhm. révélation de Maxi, hein, 35-7 avec 40% à 3 points sur 9 tentatives par match pendant cette série de playoffs, c'est assez fou. Mhm. Euh, j'ai l'impression que quand on sort de ces deux-là, il y a eu des bonnes petites choses de certains, mais n'empêche qu'ils étaient quand même très peu accompagnés. Oui, mais effectivement, on a eu de bons matchs par séquence du supporting cast. Hein. Tu as parlé Mm. essentiellement des deux joueurs majeurs, mais on a eu des bonnes partitions des fois de Kyle Lowry, des Oui, bonnes partitions aussi de Nicolas Batum. oui. Voilà, les vétérans de Kelly Oubre aussi, qui est dans le style Kelly Oubre-esque, qui est Mm. capable du meilleur comme du pire sur les possessions. Et on a aussi l'éléphant dans la pièce, entre guillemets, un Tobias Harris qui n'a pas répondu présent et qui finit du coup, euh, entre guillemets, son histoire avec Philadelphie assez mal, on va dire, avec un peu un match où il passe totalement, littéralement à travers. Euh, du coup, qu'est-ce que toi, du coup, tu retiens, par exemple, de cette série et sur quoi tu penses que New York vous a plus mis en difficulté? Je pense que même si les deux équipes avaient tu viens d'en parler un petit peu, mais même si les équipes avaient toutes les deux des rotations très courtes, Oui. parce que New York était aussi embêté par les blessures, hein, mine de rien, euh, quand tu regardes la rotation très courte de New York,
ils ont tous servi. Ils ont tous Ouais. été utiles, ce qui n'a pas été le cas du côté de Philly. Tu as parlé de la catastrophe Tobias Harris, hein, disons-le clairement, sur toute la série. Hein. Il a été en dessous de son niveau, qui déjà, on attendait plus de lui. Un peu de shotmaking au match, quoi. Au match 5, je crois, un peu de Ouais, shotmaking, ouais. mais bon, voilà, c'est C'est pas très assez. léger. C'est pas assez, c'est vraiment très léger. Son apport a été très léger. Et puis, je pense aussi à Paul Reed, hein, en backup Oui, de Embiid, qui a oui, oui. provoqué le fait que Joel Embiid devait jouer presque l'ensemble des matchs. Ça s'est vu notamment lors du Game 5 hein, qu'on gagne, où Embiid, on le voit à la fin, il est complètement cuit, il n'a Oui. plus les idées claires et il fait beaucoup de mauvais choix. Et même dans ces mauvais choix, c'est quand même bien meilleur de le garder sur le terrain. On a un net rating bien meilleur quand il est sur le terrain. Ce qui prouve que les limites de l'effectif. Je pense aussi à Buddy Hield, hein, dont on attendait beaucoup pour sa première série de playoffs et qui est passé à côté. Il a eu un match où il a mis dedans, mais sur la plupart des rencontres, il a pas été très bon. Quand on fait le bilan, tu vois, le 5e meilleur joueur sur la série, je suis d'accord avec toi, Kyle Lowry et Nicolas Batum ont été plutôt réguliers sur la série. Mais 5e meilleur joueur de la série, ça se joue entre Kelly Oubre, effectivement, et Cam Payne. Et à partir de là, ça commence à être inquiétant. Si ton 5e joueur, ça peut être Cam Payne, ça commence à être inquiétant. Donc, je pense qu'il y a eu une profondeur vraiment très légère. Et puis, il y a eu des difficultés quand même. Au bout d'un moment, quand Jalen Brunson a trouvé son rythme de croisière, il y a eu vraiment toutes les difficultés du monde à le contenir. C'est là où on peut aussi regretter les problèmes de blessure, notamment pour D'Anthony Melton et Robert Covington. Même si bon, Covington, Nick Nurse ne semblait pas beaucoup enfin, il jouait pas beaucoup sous Nick Nurse. Et quand il a commencé à jouer, il s'est blessé malheureusement dans la saison. Mais effectivement, c'est une fin de saison où on peut quand même avoir quelques regrets, puisque comme tu as dit, il y a des circonstances entre guillemets atténuantes et des circonstances aggravantes. Mais l'équipe a quand même fait bonne figure et l'équipe sort avec les armes en main. Là où là où les saisons précédentes, on avait un peu cette déception. Alors oui, il y a de la déception, mais là, on a quand même l'impression que l'équipe a donné le meilleur d'elle-même et elle est tombée en se battant, quoi. Ouais, Les ont battus, ils se sont pas battus eux-mêmes. C'est exactement ça. Tomber contre une belle équipe qui a été très forte en ayant tout donné, en tout cas pour l'ensemble de l'équipe. Même ceux qui n'ont pas été bons, hein, je ne dis pas qu'ils n'ont pas tout donné, mais en tout cas, il y a vraiment eu les efforts qui ont été faits et aussi le coaching a été satisfaisant. Hein, c'est quelque chose qui nous manquait tellement depuis longtemps du côté de Philadelphie. Et pour la première série avec un coach dont on est vraiment content, on voit la meilleure série de Joel Embiid en playoff de toute sa carrière, bien qu'il ait été diminué. C'est quand même des motifs de satisfaction et d'espoir, même si l'espoir risque d'être court peut-être. En tout cas, pour l'instant, il y a de l'espoir. On est content. On a un axe, on va dire, Nick Nurse, Joel Embiid, Tyrese Maxey, qui fait très plaisir et sur lequel on a envie de voir la suite. Tu as parlé d'espoir. Tu as cité ce mot plusieurs fois il y a quelques secondes. Le poison. Nous allons parler d'espoir. L'espoir notamment par rapport aux attentes de l'intersaison. Comme vous le savez, dans nos post-mortem, on a une petite partie introduction pour rappeler ce qui s'est passé au niveau des playoffs. Mais on arrive ensuite sur le gros morceau qui va être les 3 problématiques à régler pour cette intersaison. Et bon, pour la première problématique, tu parlais d'espoir. Le remplissage du roster, on sait que les Sixers sont une des meilleures équipes de la NBA aujourd'hui à pouvoir avoir énormément de cap space. Je te laisserai en parler tout à l'heure. Donc du coup, il y a des motifs d'espoir, notamment avec des joueurs qui sont potentiellement sur le marché, du moins qui ne le sont pas encore, mais qu'on a la sensation que voilà, au revoir Tobias Harris qui mangeait énormément de place dans le cap. Au revoir les autres contrats qui pouvaient être entre guillemets boulets et place nette pour potentiellement avoir un effectif compétitif que Daryl Morey aurait totalement choisi autour de ces 2 stars. Oui, et je vais pas spoiler, mais mes 2 premiers points sont en lien l'un avec l'autre et sont très importants. Je vais essayer de faire un point parce que la situation, elle n'est pas si évidente que ça. Actuellement, il y a un seul joueur au contrat garanti aux Sixers, c'est Joel Embiid avec ses 51 millions de dollars. Derrière, il y a 3 joueurs avec des contrats non garantis ou des options qui sont Paul Reed, Ricky Council et Downton, qui représentent 11,8 millions de contrats non garantis. Moi, je pars du principe que même si hier Daryl Morey a dit qu'il voulait construire notamment avec Paul Reed, j'ai tendance à croire qu'il va renoncer à ses contrats pour avoir le maximum de cap possible. Ça me semble évident d'un point de vue stratégique. Ensuite, on sait qu'on va garder Tyrese Maxey.
On sait juste que il fera toutes ces signatures possibles avant de pouvoir le prolonger. Maxey est éligible à une extension de 207 millions de dollars qui commencerait aux alentours de 35,4 pour la première saison. Donc, qu'est-ce que ça nous laisserait comme cap? Là, ça va dépendre de plusieurs choses. Donc, il y a un cap hold pour Maxey de 13 millions de dollars. Je suis désolé, c'est un petit peu. Je trouve que c'est important de revenir sur tout pour comprendre. Alors, juste pour expliquer, du coup, le cap hold, en fait, c'est en sortie du contrat rookie, ou même quand il n'y a pas de contrat rookie, mais pour le cas de Maxey en sortie du contrat rookie, c'est un montant qui est équivalent à peu près 250% de sa dernière année de contrat. Et c'est un montant qui est provisionné pour permettre à l'équipe qui détient les cap hold, du coup, de pouvoir prolonger le joueur en dépassant le cap. C'est-à-dire que Philadelphie pourrait utiliser tout son cap space en gardant uniquement les cap hold de Tyrese Maxey. Et une fois qu'ils auront utilisé tout leur cap space, ils décident de prolonger Tyrese Maxey en excédant le cap. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, les 13 millions de Tyrese Maxey, c'est ce qu'on est sûr qui sera ajouté aux 51 millions de dollars de Joel Embiid. Il y a une question, je pense, sur un seul joueur. Est-ce que Philadelphie va garder les cap hold ou pas? C'est D'Anthony Melton, tout simplement. Je pense que c'est le seul joueur qui est vraiment dans le projet et on a vu que sa blessure a été difficile. Donc, ça représenterait un cap hold de 15,2 millions de dollars, sachant que malheureusement, on ne peut proposer que 140% pour sa première annuité, on peut proposer que 140% de sa dernière annuité. Donc, on ne pourra lui proposer qu'un contrat commençant à 11,2 millions de dollars. Donc, il y aura une question autour de Melton. Je suis pas sûr à 100% qu'on garde les cap hold. Oui, Tom, j'ai peut-être dit une bêtise. Ça dépend, juste simplement pour compléter ce que tu as dit. Ça, c'est ce serait dans le cadre, entre guillemets, d'une prolongation. Oui. Mais que là, si par exemple, il arrive sur le marché, vous pouvez utiliser du cap space. Et si vous voulez le prolonger en utilisant les cap hold, vous pouvez faire un peu comme Maxey. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, j'ai peut-être mal expliqué. Mais du coup, il y a une question, c'est est-ce qu'on va garder son cap hold ou pas? En fonction de si Philadelphie garde le cap hold de Melton, ça peut être 76 millions et demi de cap en fonction du cap projeté à 141 millions de dollars ou 61,3 si on garde les cap hold de D'Anthony Melton. Sachant que tout le monde sait que Daryl Morey ne jure que par l'arrivée d'une troisième star, même si on ne sait jamais, peut-être que ce ne sera pas l'option privilégiée, et on entend que les plus grosses rumeurs parlent de Paul George. Je pense que même si la troisième star, on peut se poser la question de est-ce que c'est ce qu'il faut absolument aujourd'hui avec la taxe, avec la seconde apprendre qui est difficile, est-ce que Josh Harris va aller dans la taxe, j'y reviendrai plus tard, mais je pense que c'est ce qui sera privilégié, sachant que Paul George aura un contrat qui débutera aux alentours de 50 millions de dollars si Paul George accepte de venir à Philadelphie. Je ne parle pas des scénarios de trade, sachant qu'on a très peu d'assets finalement, en tout cas pas d'assets joueurs. Donc on entend beaucoup parler actuellement de Kevin Durant, Jimmy Butler. Non seulement je pense que c'est pas forcément une bonne idée, mais en plus ça coûterait en plus en assets et en plus à ajouter au salaire. Donc si la solution c'est Paul George à 50 millions de dollars, eh ben il va pas rester grand chose. Il va rester 26 millions et demi de dollars pour construire tout un roster. Et ça c'est très compliqué. Sachant que, on en parlait un petit peu en off récemment avec Tom, et là j'y reviendrai plus tard, si Josh Harris ne veut pas aller dans la taxe, il faudra même pas dépenser l'entièreté de ce cap space, parce que avant signature de Tyrese Maxey, il faudrait garder à peu près 6 millions de dollars dans le cap space pour ne pas dépasser la taxe. Donc, entre 20 et 26 millions de dollars pour ajouter minimum 2 à 3 guards, 2 à 3 forwards et un backup au poste de pivot, ça va être très compliqué. Donc pour ça, il y a éventuellement des solutions avec, si on va pas dans la taxe, la non-tax player mid-level. Si on va dans la taxe player mid-level. Il y a aussi des pics à envoyer éventuellement pour faire des trades. Mais ça me paraît un peu juste en fait pour pouvoir construire une équipe à condition, sauf si justement mon deuxième point est positif. Oui, effectivement. Alors, tu as dit beaucoup de choses sur le plan financier, mais c'est vrai que, encore une fois, même si Philadelphie a cette notion de cap space, comme toutes les équipes, si jamais ils arrivent à signer Paul George, comme tu l'as dit, ce serait une année au maximum, donc ce serait potentiellement à 35% de la première année qui commencerait à 35% des 141 millions. Comme tu disais, ça fait à peu près 50 millions. Donc, du coup, ça voudrait dire que tu te retrouves avec
un joueur au supermax en la personne de Joel Embiid, un joueur au max vétéran en la personne du coup de Paul George et un autre joueur au max sorti de contrat rookie, c'est-à-dire à peu près 25% du cap. Donc ça veut dire que globalement, si ton propriétaire ne veut pas payer la taxe, on sait que c'est quelqu'un qui est connu pour essayer de l'éviter à tout prix. Cette année aussi, vous avez réussi à l'éviter. Donc, ça risque de poser des problèmes dans la capacité à construire un roster hors contrat minimum autour de ces 3 joueurs-là. Ouais, ouais. Et ça, on a vu que récemment, et je pense que c'est quelque chose d'assez commun, que 3 superstars, et peu importe les superstars, même si effectivement, on imagine que le trio Maxey, Paul George, Joel Embiid est très complémentaire. C'est ce qui fait un peu rêver. Hein. Moi, Paul George, c'est un joueur que j'adore. Hein. C'est un joueur un peu plug and play. Tout le monde veut, tout le monde Bah veut oui, de Paul George. il est Tout le tellement monde plug veut de and play. Paul George. C'est ça, il est tellement plug and play que, tu vois, on sait que un Jimmy Butler a son histoire avec Philly et qu'on l'a toujours regretté son départ, que Kevin Durant, c'est un joueur qui fait rêver. Mais on sent que Paul George est un joueur qui fit beaucoup mieux de quoi qu'il arrive. Hein. Déjà, il space plus, capable de jouer off-ball, on-ball. C'est un joueur qui se fond parfaitement dans ce qu'on recherche, sachant qu'on cherche ce très bon ailier depuis longtemps. Mais si c'est pour associer ces 3 joueurs à que des joueurs au minimum vétérans, je vois pas où ça va. Hein. Je pense que on a vu que les limites du roster cette saison, c'était notamment justement la profondeur. On a vu que l'une des autres limites de cette saison, et d'où l'idée de Daryl Morey d'aller chercher une 3e star, c'est que lorsque Joel Embiid n'était pas là, tout Tyrese Maxey qu'il est, l'équipe n'est pas assez forte pour faire grand-chose. Mais Paul George est un joueur, même s'il sort d'une saison où il a beaucoup joué, Paul George est un joueur injury prone. Donc si on se retrouve avec les 2 blessés, Tyrese Maxey et des joueurs minimum vet, ça va pas aller très très loin non plus cette histoire. Donc c'est plein de risques à prendre. Mais la question que je me suis posée aussi, donc est-ce que, même si je pense que Morey privilégiera, quoi qu'il arrive, l'arrivée d'une 3e star, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux en remplissant autour de Maxey et Embiid? Le problème, c'est que quand tu regardes la classe de free agent de cette saison, il n'y a pas énormément de monde pour remplir le roster de manière qualitative non plus, juste en signant des contrats middle à 15-20 millions de dollars pour faire des meilleurs joueurs tout autour. Il n'y a pas non plus une classe de free agent extraordinaire. Il y a par exemple un KCP qui, je pense, de toute manière ne viendra pas à Philadelphie, mais il n'y en a pas 1 milliard des joueurs comme ça qu'on pourrait signer. Donc, est-ce qu'il y a une bonne solution? Je ne sais pas. Moi, je pense que la bonne solution, c'est que Josh Harris mette la main à la pâte. Effectivement, puisque c'était ton deuxième point, la situation de Josh Harris, comme on l'a dit, hein, c'est quelqu'un qui évite la taxe, qui n'a pas encore payé la taxe depuis que l'équipe a commencé son run de playoff avec Joel Embiid, en ayant souvent des contrats maximum. On se souvient de la période où vous aviez Ben Simmons avec du coup Tobias Harris, Jimmy Butler. Ah oui, tu parles de l'année d'après, oui. Oui, avec Al Horford où voilà, c'était 4 énormes contrats et malgré ça, il s'est arrangé pour que l'équipe, pour donner comme consigne que l'équipe ne soit pas dans la taxe. Est-ce que pour toi, il y a un scénario où Josh Harris paie la taxe l'année prochaine? Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir parce que on se dit, Daryl Morey a fait un travail assez fou. Tout n'a pas été parfait dans ce qu'il a fait, mais n'empêche, il a fait un travail d'acrobate hein, à devoir travailler avec ce contrat de Tobias Harris qui ne l'arrangeait pas du tout et à rester en dessous de la taxe et en formant une équipe compétitive. Mine de rien, c'est un vrai travail difficile qu'il a pu accomplir. Il a eu le nez de drafter Tyrese Maxey, c'est peut-être l'élément qui a le plus aidé justement à ne pas aller dans la taxe, d'avoir un très bon joueur. Mike Muscala. Exactement, merci. Merci Mike. Donc d'avoir un excellent joueur payé au contrat rookie, ça permet justement de faire un peu d'économie. Mais est-ce que justement le travail de Daryl Morey, sachant que la saison dernière, on a commencé la saison, on était dans la taxe après la signature du contrat de Paul Reed et il a fait les moves exprès pour ne pas finir la saison dans la taxe. Et on espère du côté de Philadelphie que c'était un move surtout pour éviter la repeater tax et permettre cette saison à Josh Harris d'aller dans la taxe, ce qui permettrait justement de dépasser le salary cap avant la signature de Tyrese Maxey. Il faudra éviter évidemment surtout la seconde à prendre parce qu'on a vu que c'était pas vivable d'aller se positionner dans la seconde à prendre. Mais moi, je pense que jusqu'à la première,
Si c'est possible, si Josh Harris le permet, il faut se donner le maximum, utiliser les exceptions avant de signer Tyrese Maxey, ensuite prolonger Tyrese Maxey et s'arrêter aux environs de 190 millions de dollars si c'est possible. Là, il y a des chances un peu plus de construire un effectif très compétitif et qui donnera ses chances. Mais, comme tu l'as dit, on a du mal à y croire quand on connaît la personnalité de Josh Harris. Et je pense que finalement, la réussite de la saison prochaine et on va dire des 2-3 prochaines années de Philadelphie dépendra de ça. Donc, on est du côté des supporters de Philadelphie, tous dépendants du bon vouloir de Josh Harris. Et en même temps, il est propriétaire de la franchise. Donc, ça nous énerve, mais c'est ses choix et il a bien le droit de faire ce qu'il veut en vérité. Après, ce qui peut aller dans son sens, c'est que au niveau du nouveau CBA, il y a eu un peu une dépénalisation du coup au passage à la taxe cette année, où par exemple, quand on était au-dessus de la taxe sur la portion de 0 à 5, on devait payer pour $1 dépensé, on devait payer $1, après $1,25. Là, on est sur entre 0 à 5, $1 pour dollar, c'est-à-dire que tu paies juste $1 pour $1 dépensé. Donc, du coup, ça pourrait être intéressant pour aller légèrement au-dessus de la taxe, même si on sait que quand on passe au-dessus de la taxe, on ne bénéficie pas non plus de la redistribution. Qui aussi, voilà. Donc, au final, c'est pas uniquement la taxe qu'on ne paie pas, c'est de l'argent qu'on ne reçoit pas en plus. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on peut avoir certains propriétaires qui sont réticents à y passer. Mais voilà, on va revenir aussi sur ton troisième point, puisque Josh Harris, c'est lui qui fait la politique, entre guillemets, de la franchise, qui donne les objectifs, et il donne les objectifs à un homme, Daryl Morey. Daryl Morey qui a misé tout son projet, entre guillemets, sur Joel Embiid et du coup sur Tyrese Maxey, et on arrive du coup sur ce fameux Joel Embiid qui a une saison tronquée, qui est parti en boulet de canon, qui était littéralement inarrêtable. Hein. On en parlait dans le DH20 de Joel Embiid, on disait comment il peut monter plus haut, c'est en étant encore meilleur dans ce qu'il fait déjà très bien. Il nous a montré qu'il pouvait être encore meilleur dans ce qu'il faisait déjà très bien, quoi. Donc c'est quelqu'un qui qui est le visage du process, mais pour qui on peut avoir quelques questions par rapport à son état physique. Donc je te laisse revenir sur la santé du coup de Joel Embiid, qui est ton troisième point. Oui, avant de revenir là-dessus, oui, je suis entièrement d'accord. Hein, ce qu'on a vu sur le début de saison, il faisait encore mieux ce qu'il savait faire. Et en plus, grâce à la bonne utilisation de Nick Nurse, ce que j'attendais moi depuis très longtemps, il a ajouté une corde à son arc. Il n'est pas un bien meilleur passeur qu'il n'était avant. En tout cas, il est un passeur beaucoup plus fonctionnel. Et on a vu cette saison que le jeu était organisé autour de Joel Embiid comme créateur principal et que ça marchait. Donc ça, c'est une chose très positive quand même à mettre à son crédit. Mais comme tu l'as dit, la santé a toujours été le problème de Joel Embiid. Hein. Moi, c'est pas un reproche que j'ai envie de lui faire. Hein. Je pense que traîner une carcasse de 2,13 m et de 220 kg, c'est évidemment très, très difficile. Il avait été plutôt pas trop blessé sur les 3 dernières saisons avant celle-ci, mais on sentait une énorme fatigue à chaque fois en play-off. Donc moi, j'avais de l'espoir pour ces play-offs en me disant il était blessé une bonne partie de la saison. S'il revient à temps, peut-être qu'il sera beaucoup plus frais. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il n'était pas tout à fait remis. Il était encore très diminué. On a cet espoir, je ne sais pas trop comment le dire, hein, cet espoir d'avoir un jour un Joel Embiid frais, en forme, en post-season pour voir vraiment jusqu'où on peut aller. Parce que tant qu'on ne verra pas ça, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Sans un Joel Embiid frais et dispo en post-season, les Sixers n'iront pas au titre. C'est impossible. Ça, on peut l'affirmer tant que cette équipe sera construite autour de lui. Donc, c'est le gros point d'interrogation. Hein. C'est un joueur fragile, c'est un joueur qui, malgré les critiques sur son état de santé, joue beaucoup blessé. Et je pense que c'est plutôt quelque chose à mettre à son crédit d'un joueur qui va sur le sacrifice, qui pourrait, à force de jouer aussi souvent blessé et à ne pas s'arrêter, pourrait raccourcir beaucoup sa carrière. Il est plus très jeune non plus. Donc, voilà, c'est une question. Si les dieux du basket nous écoutent, j'ai envie de dire que Joel Embiid soit en santé sur une post-saison, au moins une seule, ça serait vraiment l'objectif maximal pour Philadelphie, quoi. Du coup, effectivement, parce que on se rend compte que Joel Embiid, c'est quelqu'un qui est hyper important pour le projet des Sixers, et on l'a vu, hein, dans son absence, l'équipe a un peu dégringolé. Alors, Tyrese Maxey a fait ce qu'il a pu,
mais tu ne peux pas remplacer une telle force. Tu ne peux pas remplacer une telle force. Et notamment sur les backups, il y a beaucoup de critiques sur, entre guillemets, l'utilisation d'un backup. Pourquoi Joel Embiid il n'a pas un si bon backup? Mais c'est vrai que, enfin, nous, généralement, on en discute ensemble. D'un point de vue utilisation des ressources, mettre beaucoup de ressources sur un joueur qui est sur le même poste que ton meilleur joueur, ça fait très peu sens. Tout simplement parce que dans la majorité des cas, ton meilleur joueur, quand ça va compter, ses minutes vont augmenter. Donc, tu Ouais. vas te retrouver avec beaucoup d'argent sur quelqu'un qui va être limité parce que les minutes de ton meilleur joueur vont augmenter. Donc, c'est pour ça que, notamment soit sur les backups, les point guard, enfin, les meneurs backup ou même les pivots backup, on est plutôt, on va dire, réticent Mm. à miser beaucoup, même s'ils sont importants pour te permettre d'avoir un plancher en saison régulière. Ben, en playoff, comment dire, tu ne peux pas maximiser l'utilisation de tes dollars parce que ces joueurs-là que tu as payé cher, qui te permettent de faire la saison régulière, ben, ils perdent des minutes en playoff et du coup, tu te retrouves moins souvent avec une situation, on va dire, idéale sur le terrain parce que tu dois te priver de certaines ressources pour lesquelles tu as beaucoup dépensé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir à cette intersaison parce que on a pas mal d'équipes vieillissantes et de stars vieillissantes notamment à l'Ouest. Ils vont être obligés d'investir sur des joueurs de 82 matchs pour permettre à leurs vétérans d'avoir un seed solide et d'avoir un bon niveau plancher, sachant que le contre-coup de ça, c'est que cet argent utilisé pour des joueurs entre guillemets de 82 matchs, c'est-à-dire des joueurs qui demandent certains compromis, bah, ils seront là, ils ne pourront pas, enfin du moins ils pourront moins les utiliser quand ça comptera en playoff. Tu vois, pour citer quelques noms, tu vois, les D'Angelo Russell, les joueurs comme ça. Mm. Globalement, voilà, tu es obligé d'avoir ces joueurs-là, entre guillemets, pour la saison régulière parce que certains de tes joueurs doivent pouvoir se reposer. Mais le contre-coup de ça, c'est qu'arrivé en playoff, bah, tu te retrouves potentiellement à court de solutions. Ouais, ouais, tu l'as dit en plus du côté de Philadelphie, on connaît ce que c'est que d'avoir un très bon backup à Embiid puisqu'on a eu à Larford, comme tu l'as dit, une seule saison. Oui. Bon, c'est une des pires Oui. saisons des Philadelphia Sixers récentes, mais allouer autant d'argent sur ton pivot backup, bah, c'est tout l'argent que tu alloues pas sur des autres joueurs et du coup, tu as un effectif moins bon. Comme C'est tu l'as ça. dit, pour beaucoup moins de minutes. Alors, le fantasme à l'époque, c'était qu'à Larford et Joel Embiid pouvaient jouer ensemble. On a bien vu que c'était pas vraiment possible. Mais Bah, surtout avec Ben Simmons et bah oui, Tobias Harris, quoi. c'est ça. C'était Ça, c'était bon. complètement irréel. Ouais. Mais effectivement, disons qu'en fait, le poste de backup pivot, même s'il y a l'inquiétude des blessures de Joel Embiid, ça doit être presque ton dernier endroit où tu dois dépenser ton argent du côté de Philadelphie, parce que c'est pas possible. En playoff, c'est un joueur qui jouera maximum 10 minutes par match, maximum. C'est-à-dire, c'est vraiment le temps que Joel Embiid se repose. Ça n'a aucun sens donc de prendre quelqu'un de plus fort. Je trouve même que peut-être Paul Reed est peut-être trop payé pour un backup du côté de Philadelphie. Je parle pas de son niveau là, même si il y a eu des déceptions et tout. Je parle juste d'investir 8 millions de dollars sur ton backup pivot du côté de Philadelphie. C'est pas forcément une bonne idée. Même si ça nous causera beaucoup de problèmes et encore plus si Joel Embiid est absent beaucoup de matchs. Mais tu es obligé, dans ces cas-là, tu mises pas sur Joel Embiid si tu veux à tout prix avoir un bon backup pivot. Si tu mises sur Joel Embiid, tu dois faire avec. Mais du coup, on arrive sur la dernière partie. Amine, ça Ouais. va très vite, hein, quasiment 30 minutes Ouais. déjà. On arrive sur la dernière partie de notre post-mortem. Comme vous le savez, la dernière partie, c'est le dossier sous-coté, c'est-à-dire quelque chose qui tient à cœur à notre intervenant, du coup, qui passe un peu sous les radars, mais qui semble important pour lui. Quel est, du coup, Amine, ton dossier sous-coté de l'été? Alors moi, la question que je me pose, et ça va dépendre aussi des 3 points à régler, c'est 2 questions qui reviennent sur les points à régler, c'est le retour encore combien de temps, justement, avec le duo Daryl Morey, Joel Embiid. Leurs destins, je pense, sont actuellement très liés. On pourrait presque ajouter Nick Nurse, hein, même s'il vient d'arriver. Je suis pas sûr que le moment où ces deux-là partent, Nick Nurse ait envie de rester aussi du côté de Philadelphie. Mais en tout cas, Daryl Morey, qui, comme je l'ai dit, fait beaucoup l'acrobate depuis qu'il est arrivé, a fait avec également le choix de Doc Rivers juste avant qu'il n'arrive, et a accepté justement de ne pas faire avec un coach qu'il aurait choisi pendant plusieurs années parce qu'il y avait beaucoup d'argent à envoyer à Doc Rivers s'il fallait s'en séparer trop vite,
qui a fait justement avec le contrat de Tobias Harris, qui a fait avec le fait de ne pas aller au-delà de la taxe. Est-ce que cette saison où Daryl Morey a les mains libres, mais jusqu'où en fait il a les mains libres, justement ça va dépendre de est-ce qu'il peut aller dans la taxe ou pas pour un peu vraiment créer l'équipe qu'il veut. Joel Embiid, qui n'est plus tout jeune, je pense que leurs destins sont liés et que je dis pas que Joel Embiid va peut-être terminer sa carrière du côté de Philadelphie, mais en tout cas le moment où Daryl Morey décidera de quitter ou sera renvoyé de Philadelphie, ça coïncidera à peu près à la fin du prime de Joel Embiid où l'équipe devra passer à autre chose. Donc je pense que si Daryl Morey doit faire attention à pas envoyer trop d'assets maintenant, parce que c'est-à-dire pas trop d'assets pour rien, on va dire. Par exemple, les 3 seconds tours pour Buddy Hield à la trade deadline qui n'ont pas servi à grand-chose et Buddy Hield qui ne sera pas prolongé du côté de Philadelphie, j'en suis quasiment certain. C'est peut-être des assets qu'il fallait conserver parce que peut-être que la fin de cette ère est proche. Alors peut-être que ça passera pas forcément par du tanking et que le fait d'avoir justement Tyrese Maxey qui a montré vraiment des choses très intéressantes et qui progresse chaque année, encore une fois, pour sa 4e saison, on voit encore des progrès avec un usage qui est monté cette année. Donc il y aura peut-être moyen de reconstruire quelque chose autour de lui et de ne pas passer par une case tanking. Mais du coup, moi, c'est le dossier sous-côté, c'est combien de temps ça va durer. Je ne sais pas si Daryl Morey risque pas si Josh Harris ne fait pas ce qu'il faut d'un point de vue financier pour que l'équipe soit vraiment au maximum, s'il va pas se fatiguer cette saison et peut-être passer à autre chose. Effectivement. Encore du pain sur la. On a l'impression que toutes les intersaisons de Daryl Morey, il y a toujours quelque chose à régler du côté de Philly. Même si cette saison, il y a vraiment une notion d'espoir. Ouais. Parce que si on reprend les 3-4 dernières intersaisons, déjà il arrive un peu en pompier. Il récupère, il y avait l'urgence du coup, il récupère James Harden, entre guillemets, se débarrasse de Ben Simmons. Ensuite, James Harden, ça fonctionne pas. Donc là, c'est la première fois où il a vraiment le choix globalement sur tout l'effectif et il peut tout remodeler à sa sauce. Alors, il y aura les contraintes de Josh Harris, comme tu l'as bien expliqué un petit peu avant. Mais c'est vrai que on peut se dire que si là, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être le dernier coup de poker qui va être tenté pour pour avoir un projet qui va au bout des objectifs de la franchise avec Joel Embiid comme socle. C'est ça. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé pendant le post-mortem, donc juste avant de finir, la présence de Nick Nurse est aussi un point très positif. Hein. Pouvoir construire avec un coach sur lequel tu comptes vraiment, qui fait partie des meilleurs coachs NBA, c'est vraiment un point ultra positif. C'est-à-dire que même si l'intersaison se passe pas si bien que ça, si tu as Tyrese Maxey, Joel Embiid en forme avec Nick Nurse, tu as quand même toujours un peu d'espoir pour aller le plus loin possible. C'est ça. Après, ce qui pourrait être, entre guillemets, aller dans le sens inverse pour Philly, du coup, ce qui pourrait mal se passer pour Philly, c'est que, en fait, les role-players de Philadelphie vont peut-être être prisés. Alors, d'Anthony Melton, tu en as parlé, s'il ne garde pas les Capolds, il y a des équipes qui potentiellement pourraient se battre pour lui. Nicolas Batum, on ne connaît pas encore sa situation ce qu'il va vouloir faire cette année. Il avait parlé dans une interview, il avait dit dans une interview que ça allait potentiellement être sa dernière saison et qu'après qu'il raccrocherait. Il a donné de bonnes mines, il a fait une excellente saison, hein, Nicolas Batum. Franchement, c'est bien de le voir. En tout cas, s'il part de cette façon, c'est très bien pour lui qu'il arrive à partir de cette façon. Nous, on veut bien qu'il reste. Hein. Oui, mais après, c'est peut-être que, tu vois, mentalement, il s'est conditionné pour que ce soit la dernière. Enfin, sa femme parle aussi sur les réseaux sociaux et explique la difficulté aussi que c'est d'être un joueur NBA, notamment avec les voyages, la famille. Donc, et tu vois, la volonté d'être près de ses proches. Donc, il n'y a pas uniquement le jeu, il y a l'aspect humain qui rentre en compte et pas que le sportif, du coup. On peut se poser aussi la question pour Kyle Lowry. On peut se poser la question pour Kyle Lowry, pour aussi Kelly Oubre, encore une fois, qui a amené beaucoup de dynamisme, puisque vous avez très peu de joueurs aussi explosifs que lui. C'est quelqu'un qui pourrait ne pas être au minimum l'an prochain, littéralement, qui pourrait se laisser tenter par un projet où il est plus payé que ça. Donc voilà, il y a des dominos qui peuvent tomber sur lesquels vous n'avez pas forcément la main. Et le pire scénario serait que certains des joueurs que vous aimeriez garder ne soient plus disponibles sur le marché et que vos cibles principales vous refusent. Là où vous serez peut-être obligé d'utiliser l'argent
pour du coup atteindre le salary floor, mais ce sera bien malgré vous. Je pense que en termes d'espoir, on va dire réaliste, on espère que Kyle Lowry, qui est un gars de Philly, puisse revenir pour un contrat minimum. Hein. Je ne sais pas si c'est réaliste vraiment, s'il n'y a pas une équipe qui va lui proposer un petit peu plus, mais en tout cas, c'est l'espoir qu'on a parce que on a vu qu'il a apporté beaucoup de choses et que quoi qu'il arrive, pour si peu, c'est toujours une excellente chose d'avoir Kyle Lowry. Et puis, un espoir réaliste et qui sera pas forcément hyper positif, hein, parce que comme tu l'as dit, il a très très peu joué à cause de blessures, mais on s'imagine que Robert Covington, qui sort d'une saison vraiment quasi pas là, pourrait aussi revenir au minimum parce que il est passé par Philly, il a une histoire là-bas et qu'il faut qu'il se refasse un peu la cerise. Donc, et si on retrouve un bon Robert Covington, ça sera toujours si on arrive à avoir ces deux joueurs en forme au minimum, c'est quand même des bonnes choses. C'est déjà 2 bons joueurs à ajouter au roster. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour le reste. Je pense qu'un Kelly Oubre, à moins qu'on lui offre un contrat équivalent à, on va dire, un peu en dessous d'une mid-level, je pense qu'il l'aura ailleurs, vu la saison qu'il fait. Du coup, je suis pas sûr qu'on les mette. En tout cas, peut-être c'est aussi que ce qui nous restera. Donc, moi, j'aimerais bien garder Kelly Oubre en joueur de rotation. C'est quand même un bon joueur. Il l'a prouvé et il est bien utilisé par Nick Nurse. On verra. On verra ce qui se passera. Très bien. Alors, est-ce que tu avais une dernière chose à ajouter, puisque là, notre post-mortem va toucher à sa fin. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, Amine, du coup, pour ces Sixers? Oh, vraiment, je pense qu'on a tout dit. Allez, ring the bell. C'est mon dernier mot. Ring the bell. Ring the bell. Bah, du coup, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas, du coup, à nous retrouver sur YouTube, sur Spotify, Podcast Addict, toutes les plateformes de podcast pour notre série de post-mortem. On ne sait pas encore quand est-ce que celui-là sera publié, mais on vous en prépare d'autres et qui vont arriver très bientôt. On vous dit au revoir. Salut. Salut Amine. Ciao.